Salut à tous et bienvenue dans le live numéro 12 sur la chaîne Twitch de We Are Thunder France. C'est Pierre qui vous parle. Comme d'habitude, je suis avec Constant. Comment ça va, Constant? Bah, ça va super bien. Bonjour à tous. Très content de vous retrouver pour ce nouveau live en jour de Saint-Valentin. On est là pour vous donner de l'amour et pour vous parler de joueurs qu'on apprécie. Ouais, on sera peut-être un petit peu moins nombreux avec certains seront peut-être pris ce soir. Non, on va parler de plusieurs choses. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler notamment des tendances dernièrement qui se dégagent un petit peu, de nouvelles performances de joueurs qui se montrent et qui profitent de nombreuses absences du Thunder sur les derniers matchs pour se montrer, pour faire des bonnes performances et peut-être gagner leur place dans la rotation ou peut-être dans le futur. On va en discuter. Comme d'habitude, je vous invite à nous suivre partout sur tous les réseaux et je vous invite aussi à écouter notre dernier épisode entièrement consacré à Darius Bazley qui était assez intéressant. On n'a pas eu énormément de retours pour l'instant. Je pensais que ça allait susciter un peu plus de débats, mais nous, on a pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc n'hésitez pas à nous dire si ce type de format sur un joueur vous plaît. Et on va commencer tout de suite. Et la première tendance, notamment individuelle, que l'on va discuter, c'est un joueur qui fait beaucoup parler de lui actuellement. C'est Hamidou Diallo. Ah, Parce quel que bonheur. actuellement, il est très performant. On a notamment San Veceni de The Athletic qui a dit que c'était l'un des joueurs les plus sous-cotés de la ligue. Donc ça c'est pas rien, c'est pas n'importe qui non plus. Parce qu'en fait après un premier mois, un mois de décembre assez moyen, il a trouvé son rythme un petit peu en janvier. Pour rappeler ses stats, en 20 minutes c'était 12,6 points, 4,4 rebonds, 1,9 passes. Et là sur février, et notamment depuis la blessure de Hills qui lui a permis d'avoir un rôle bien plus important, 33 minutes en moyenne, 16 points, 6,7 rebonds, 3,9 passes. On donnera peut-être plus de stats au fur et à mesure. Juste, il est à 12 matchs d'affilée à plus de 10 points. Bien sûr, sa meilleure série en carrière. La question que je vais te poser, Constant, c'est est-ce que ces performances de Diallo et cette tendance très favorable pour lui actuellement, est-ce que ça va perdurer? Est-ce que tu le vois tenir ce rythme sur le reste de la saison ou est-ce que tu le vois rechuter prochainement? Alors déjà, avant de commencer, j'ai toujours été celui qui a défendu Hamidou Diallo dans l'équipe. Oui, c'est vrai. Euh, Contre vents et barrières, contre les critiques notamment de Solal. Et quand je vois que les gens commencent petit à petit à se retourner en disant Hamidou Diallo, en fait, il est pas si mal que ça me fait extrêmement plaisir. Pour revenir sur ce que tu as dit, ça fait les 12 matchs là qu'on a vu de Diallo, il y a des choses qui sont très intéressantes. Déjà, il y a une progression au tir, je trouve. Dans le decision making, je trouve qu'il est moins débile qu'avant. Sauf quand il fait des goaltending en fin de ça, carton. ça, on en reparlera dessus là. Sauf quand il fait des goaltending où effectivement, là, pour le coup, il lui reste encore un petit fond de déconnexion, mais sinon, globalement, ça va. Je trouve, c'est un point dont très peu de gens parlent, mais je trouve, et on en avait parlé lors du premier match de pré-saison, je me rappelle, dans le groupe de l'équipe, où tu me disais, oui, c'est qu'un match de pré-saison. Il a progressé sur son handle. C'est vrai. Il a vraiment progressé sur son handle, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il peut jouer à peu près meneur avec toutes les absences qu'il y a actuellement. Il peut garder la balle en main, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, et je trouve qu'il a fait un vrai progrès. Et du coup, cette progression dans son handle lui permet d'avoir des accès plus faciles au cercle, ce qui se ressent dans ses pourcentages au tir, hein. L'année dernière, alors qu'il avait un groupe qui était largement plus compétitif et qui pouvait lui permettre de plus s'exprimer, il était à 46% au tir. Cette année, il est à 51%. Il prend 2 fois plus de lancers, voire 3 fois plus quasiment de lancers que l'année dernière, ce qui est aussi un signe de progression. Il va plus au cercle. Il fait plus de passes, bon, ça, tout le monde l'a remarqué. Donc, il défend mieux, il est moins bébête, voilà. Donc, très satisfaisant Hamidou Diallo. Je serais pas loin de dire que il est meilleur que Bazley cette saison. Je suis pas loin de le dire. Tu regardes les stats, franchement, bon, Il est plus régulier, ça c'est sûr. il est plus régulier. Et puis les pourcentages sont meilleurs. Bref, pour la suite de savoir est-ce que ça va se poursuivre, je ne sais pas. Il y a toujours cette retenue de me dire c'est Hamidou Diallo, donc il y a forcément un moment où ça va s'effondrer et où il va revenir à des standards habituels. Mais force est de constater que ça fait quand même 12 matchs où il est plutôt impressionnant. Alors il y a des matchs où forcément il est moins bon que d'autres, mais je vais citer par exemple son match à Minnesota, le premier où il n'y a personne. Je pense que l'année dernière, un match comme ça, Hamidou Diallo, il aurait monopolisé la balle et il aurait essayé de mettre 40 points.
Sur ce match-là, au contraire, il essaye de partager. Il finit le match avec 11 ou 12 passes, je crois, si je dis pas de Il bêtises. bat son record de passes décisives au premier quart-temps, je crois. Il en fait déjà 4 ou 5. Voilà, donc je trouve que c'est un Hamidou Diallo qui est dans une mentalité différente et ça me donne plutôt espoir pour la suite parce que je me dis, bah, peut-être qu'il a enfin mûri dans sa tête, qu'il est un peu moins débile. Débile, c'est pas dit méchamment, mais il est un peu plus mature dans son jeu et dans sa mentalité. Ça me donne envie d'espérer pour la suite. De plus, comme certains le soulignent, le système fait que bah, on joue un peu plus, enfin on écarte un peu plus, donc forcément il a des lignes de pénétration un peu plus ouvertes que l'année dernière. Donc, est-ce qu'il va continuer de tourner en 13 points? Je sais pas. Par contre, je pense qu'il peut continuer ouais, à être plutôt positif et encourageant pour ses précédents matchs, enfin pour les matchs qui vont suivre. Non, je te rejoins complètement parce que, il faut faire un petit mea culpa parce qu'on pensait vraiment que Diallo allait être le conducteur de tank principal en sortie de banc parce qu'on s'attendait à le voir balle en main. Bon, il nous aide bien dans le tank parce que, comme tu l'as dit, le goaltending du dernier match sur le 3 points, incroyable celui-là, incroyable. Quand tu vois qu'on perd derrière de 3, ouais, de. tu te dis, mais c'est incroyable. La réaction des joueurs à côté et tout, assez exceptionnelle. Jusqu'à là, il était fou. Ouais, non, mais... Donc là-dessus, on doit faire un petit mea culpa parce qu'il est très bon depuis le début de saison. Comme tu l'as souligné, beaucoup plus efficace au cercle, sont touchés à progresser. Je pense que notamment dans ses décisions, comme tu l'as dit, c'est beaucoup mieux qu'avant. Alors il va souvent quand même tout droit, mais il se démerde un peu mieux pour trouver des tirs un peu plus ouverts. On va dire, et je me demande même s'il a pas encore pris physiquement, parce qu'il pousse de plus en plus de monde, parce que quand il arrive au cercle, qu'il prend le rebond offensif, c'est qu'il a dégagé son joueur, en fait, c'est que le défenseur n'est plus là, donc peut-être aussi ça, un peu plus de plénitude physique, parce qu'il a été pas mal blessé ces dernières saisons quand même, il avait manqué quelques matchs, par petites séries, mais pas mal de fois, il avait loupé des matchs, et ensuite, balle en main, surtout, j'ai un exemple là, quand tu parlais de son handle, je sais plus quel match c'est, mais il dribble dans la raquette, il fait un dribble dans le dos, dans la raquette. Tu sais, après avoir drivé, il se retourne vers cercle, il y a des choses qu'on ne voyait pas faire avant. Alors c'est encore un peu brut, mais là-dessus, il y a quelques progrès, effectivement. Et pour souligner ensuite cette progression balle en main, et notamment dans la passe, par rapport à l'année dernière, son assist percentage a augmenté de 10 points. Il est passé de 5% à 16%, quelque chose comme ça. Son passe de médiocre à vrai. Plutôt correct. Son usage a augmenté, lui, de 5 points, donc il a beaucoup plus à balle en main. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que son turnover percentage a baissé de 2 points. Donc en fait, il est plus créateur, plus efficace balle en main, en perdant moins de ballons, en étant plus adroit au cercle. Et ensuite, quand on regarde toutes les statistiques avancées, c'est tout en progression, les win shares, etc. C'est un joueur beaucoup plus... Le shooting il est passé de 49 à 57. Hein. C'est un joueur beaucoup plus intéressant et beaucoup plus impactant, ce qui fait qu'il a quelques faveurs, notamment des insiders NBA, et qui commence à avoir pas mal de reconnaissance. Et ce qui fait d'ailleurs qu'on en fera peut-être un sujet de notre prochain épisode entièrement consacré à un joueur. C'était notre favori après Baisley pour le faire. À voir si on le fait dans les prochaines semaines. Après, il faut bien sûr parler de son tir qui pour l'instant n'existe pas, et ce qui est intéressant, c'est qu'il a un petit bout à mi-distance. À mi-distance, oui, mais à 3 points, il essaie même plus d'en prendre trop. Il en a mis un à 0 degré sur le dernier match, j'étais assez surpris. J'ai dit, bon là, il peut rien nous arriver si Diallo met ça. Mais je pense que ça sera jamais un joueur qui aura un tir. Faut abandonner cette vision-là. Par contre, ça sera toujours un joueur qui aura ses qualités d'énergie, d'intensité, dès que tu vas le mettre sur le terrain, il va t'apporter du rebond, il va t'apporter du drive, des fautes, etc. Il faut qu'il progresse au lancer franc. Il est très... Ouais, en fait, c'est par série. C'est-à-dire que globalement, sur la saison, c'est moyen. Après, il va te faire un 9 sur 9 sur un match. Et ensuite, il va t'enchaîner un 0 sur 4. Et il doit gagner en régularité, en fait. C'est un peu tout ou rien. Donc, un petit progrès là-dessus. Et voilà, globalement, c'est intéressant. Comme tu as dit, défensivement, il a toujours été plutôt bon, mais sa naïveté l'empêchait de rester sur le terrain et d'être vraiment efficace. Il est un petit peu moins naïf, il saute un peu moins partout, bon, il est encore susceptible de faire des fautes, mais c'est le défaut de ses qualités, parce qu'il met tellement d'intensité que c'est un peu comme Dort, ils vont faire des fautes obligatoires, vu comment ils défendent près des joueurs, et avec de l'envie, c'est forcément associé à ça. Après, voilà, encore un petit peu de lisser son jeu sur quelques actions, parce que, tu vois, il y a ce goaltending, t'as des fois des pertes de balles encore un peu bêtes, t'as cette action dans le clutch, ou contre Minnesota où il récupère la balle. Alors en soi, moi je suis pas contre qu'il la joue directement parce qu'il est en transition, parce qu'il arrive à avoir un lay-up, donc certes qui est contesté, mais c'est un lay-up qui prend quasiment tout le temps dans tous les matchs. Mais sur l'action, effectivement, t'avais peut-être à gagner de faire tourner le chrono et voilà.
Ça, je suis d'accord. Donc peut-être encore un peu le commandant du temps quand même. Oui, c'est vrai. Quand tu vois le goaltending contre Denver, le lay-up manqué dans le clutch contre Minnesota, ouais, ça fait déjà 2 défaites, hein, franchement. Il est très bon, il est dans son rôle, il progresse, il fait... Il est parfait. Il est parfait. Non, mais au-delà de la blague, c'est en train de devenir un vrai joueur de basket, pas juste une pile Duracell, j'ai l'impression. Et c'est peut-être ça qu'on va se poser comme question pour conclure un petit peu sur Diallo. Quelle prolongation pour lui? Parce que je ne vois pas le Thunder n'est pas le prolonger, donc quel type de contrat? Est-ce qu'il aura est-ce qu'il y aura de la concurrence sur le marché? Et ensuite, quel rôle? Est-ce qu'il aura toujours ce rôle-là? Là, c'est 6e homme, c'est peut-être trop haut. Est-ce qu'il aura plus un rôle de allez, 9-10e où il joue une quinzaine de minutes comme avant, mais par contre, c'est plus efficace et plus d'énergie? Pour moi, d'ailleurs, je conclurai juste en disant que je le vois reprendre un petit peu sa forme de janvier, une tour de 11-12 points avec un bon pourcentage, un peu moins de passes, où il jouera un petit peu moins, une 25 minutes, mais il aura marqué des points dans cette bonne période. Donc par rapport à son contrat, à sa prolongation et peut-être son futur. Alors déjà, pour tous les amoureux du salary cap et de toutes les petites, les petits entre guillemets astérix du CBA, pour ceux qui se posent la question, on peut pas prolonger Hamidou Diallo pendant la saison. Ce sera forcément l'été prochain. Ce qui peut déjà poser un problème, puisque du coup, il y a potentiellement d'autres équipes qui vont se retrouver sur le marché. Ça, je sais plus si on avait discuté en podcast ou en off, toi et moi, Pierre, on se demandait quelles équipes pouvaient potentiellement être sur Hamidou Diallo. Je n'ai pas d'exemple précis, mais je pense que s'il continue à tourner en 12-6-3, il y a forcément des équipes qui vont venir s'intéresser quand tu vois que Derrick Jones Jr. a pris quasiment 20 millions l'été dernier, alors qu'il n'avait pas les stats qu'avait Hamidou Diallo, dans le profil qui est un peu le même si Derrick Jones Jr. est un peu plus grand, c'est-à-dire des dunkers qui savent défendre, par contre qui sont pas foutus de rentrer un tir. Il y a moyen. Salarialement, moi, ça pour le coup, on en a parlé en off, Diallo, c'était 5 millions sur 538. Ouais. Moi, je suis prêt à lui signer à un 24 sur 3, c'est-à-dire 8 millions par an. Parce que je pense qu'il les vaut, que ça va pas non plus trop te pénaliser dans une reconstruction. S'il continue comme ça, franchement, si tu prends en compte la conjoncture économique actuelle en NBA, il vaut ses 8 patates par an. Il peut même monter jusqu'à 10. Ouais, 10 ça me ferait trop. 7-8, ouais, 10 ça me fait beaucoup, je trouve. Tu regardes certains contrats, je te dis, Derrick Jones Jr., il a pris quasiment 10 millions. Donc... c'est pas une question, moi je te parle pas de est-ce qu'il vaut ça, je te parle juste, si tu regardes les autres contrats, potentiellement, moi je vois une équipe capable de lui mettre 10 millions, après peut-être sur un contrat plus court, peut-être sur 2 ans avec une team option. Mais 24 sur 3, moi je trouve que ce serait l'idéal, et au niveau de son rôle, s'il continue comme ça, moi, je le vois bien avoir un futur rôle de 7e, 8e homme, un peu à la... c'est pas le même poste, mais à la Nerlens Noel, tu vois. Comme il faisait les 3 dernières années, c'est-à-dire 8e homme, qui joue 17-18 minutes et qui va t'apporter de l'énergie. Moi, je le vois dans un rôle comme ça. Je pense que Hamidou Diallo, s'il continue de confirmer ce qu'il montre actuellement, il a potentiellement sa rotation, enfin, il a potentiellement sa place dans la rotation d'une équipe qui ne fait pas que reconstruire et qui peut viser peut-être les playoffs, voire passer un tour. Je te rejoins plutôt sur la somme 7-8, moi ça me paraît bien. S'il continue comme ça, peut-être un peu plus. Mais si ça stagne un petit peu, il redescend un petit peu dans des standards plus normaux pour lui. 7-8, ça me paraît bien par an, avec peut-être une option sur la dernière année pour s'assurer sur sa progression. Je pense que le Thunder le valorise pas mal. Parce que c'est un joueur drafté au second tour qu'on a pris le temps de développer, qui est là depuis longtemps, c'est le joueur qui est là depuis le plus longtemps dans l'effectif, que tout le monde loue sa super mentalité, son envie, sa combativité à l'entraînement pour s'imposer, donc pas mal de choses à ce niveau qui portent à croire que le Thunder aura envie de le prolonger et mettra un petit peu d'argent sur lui. Après, il perd de la valeur, notamment sur le marché, parce qu'il shoot pas, et parce qu'il a un profil atypique, c'est-à-dire que tu peux pas le faire jouer avec n'importe qui non plus, j'ai envie de te dire, c'est-à-dire que là il est performant parce que, comme tu as dit, il y a du spacing, il y a pas mal de joueurs autour, il a quand même la balle en main, tu vois, il y a une situation qui fait qu'il est favorable, mets-le dans une situation où
où il y a un peu moins de spacing, il y a moins de shooter, etc., il a moins la balle en main, tu perds d'utilité, je trouve, de Diallo. Donc peut-être que des équipes ne voudront pas aller chercher pour ça, ou mettront peut-être un petit peu moins d'argent aussi pour ça. Donc à voir là-dessus. J'aimerais aussi le voir. Les équipes qui n'ont pas de spacing en NBA, il y en a de moins en moins, effectivement. Il y a nous, pendant longtemps, on n'en avait pas, mais il y en a de moins en moins. Après, moi, j'aimerais bien le voir aussi évoluer, et ça peut être une chose qui le feront pour le coup gagner de la valeur, s'il se met à jouer des pick and roll, notamment en poseur d'écran, parce que tu parles de Derrick Jones, et c'est quelque chose que beaucoup valorisé par Derrick Jones, notamment à Miami, qui l'utilisait comme ça des fois, avec 4 joueurs au large, et en fait, Diallo servirait il servirait de poseur d'écran, et avec ses qualités athlétiques, et maintenant ses qualités de finition, tu l'envoies au cercle après une passe, où il prend 2 appuis dans la raquette, et il monte sur tout le monde, ça me paraît être une bonne solution. Donc ça, il peut gagner de la valeur, notamment en utilisation comme ça. Non, mais je pense qu'on est plutôt d'accord sur la somme. Sur le rôle, ouais, je te rejoins plutôt. Dans son plafond, c'est ça, c'est 7ème, 8ème homme avec 20 minutes max, entre 15 et 20, on va dire. Et dans son minimum, donc ce qu'on a maintenant, c'est 10ème, où certains matchs il jouera peut-être un peu plus, mais d'autres où il joue pas parce que c'est trop compliqué offensivement, il a pas de tir, voilà, t'as trop de côtés négatifs qui ressortent, voilà. Mais c'est plutôt là-dessus qu'on se dirige. Après, t'as beaucoup de matchs quand même où c'est compliqué offensivement avec les starters, où t'as Diallo qui t'amène une énergie que ne t'apportaient pas les titulaires. Ça, c'est arrivé plus d'une fois cette saison. Il y a plein de matchs où c'est âpre, tu sais, il n'y a pas de rythme des deux équipes, ça défend et tout, et c'est des genres de matchs où lui, il va dominer parce qu'il met plus d'énergie que tout le monde, en fait. Donc à partir de là, si c'est un match qui se joue à l'énergie, à l'intensité, à la combativité, bah lui, il te fait gagner indirectement. Regarde la win contre Minnesota. Dans le 3e quart, dans le 4e quart, quand on est plus foutu de rentrer un tir, c'est Diallo qui, à plusieurs reprises, vient nous soulager. Non, ce que je vois dans le chat, c'est qu'il faut le prolonger à pas n'importe quel prix, et que ça serait plutôt correct de l'avoir en backcourt avec Malédon. Oui, effectivement, la vision a changé pour le futur de Diallo, notamment la franchise. On avait dit que c'était sa dernière chance cette année, et pour l'instant, il l'a saisi plutôt bien. Il faut le dire. Beaucoup de gens l'avaient mis dans les déceptions en début de saison, il est plutôt dans les surprises. Ouais, pour l'instant, il est dans les surprises, effectivement. Et tu me fais une super transition parce qu'on va parler d'une autre surprise, made in Mark Daigneault, Kenrich Williams. Le mulet alias Kenny Mulet Hustle, on va l'appeler. Pourquoi est une surprise? Parce qu'il avait seulement des bouts de match depuis le début de saison, et d'ailleurs sur ces bouts de match, il était presque à chaque fois intéressant, plutôt bon. Et dès le départ, et depuis le départ de certains G-League, notamment de Poku, quelques blessures, quelques absences, de un peu partout, parce qu'on a tourné à 8 pendant pas mal de temps. Il a gagné un rôle plutôt important, parce qu'en février, c'est 31 minutes de moyenne pour Kenrich Williams, incroyable. Et il performe, puisque 12 points, 7 rebonds, 2,7 passes, et surtout au-delà de ces stats-là, alors il y a eu des matchs très bons, notamment en scoring, je crois que c'est le premier contre les Lakers, le deuxième. Le deuxième où il met 24 points. Mais c'est surtout au-delà de ça, c'est là encore la combativité du seul, d'une présence au rebond offensif par exemple, une capacité à toujours faire le sale boulot et à se montrer utile sur le terrain, incroyable. C'est-à-dire que même le dernier match, t'as l'impression qu'il est moins droit, il a pas le ballon, mais il est pas loin d'un triple-double parce qu'il est partout en fait. Il est capable de faire beaucoup de choses sur le terrain. Donc moi je pense qu'il a gagné une place dans la rotation bien plus grande qu'avant les blessures et avant le départ de tout le monde. Ce qui fait qu'il aura peut-être plus de temps de jeu sur la fin de saison, même si on peut se poser la question, tu donneras ton avis, mais plutôt maintenant ce qu'on va poser comme question, c'est, avec son contrat, on va le rappeler, c'est 3 ans, très peu, 6 millions avec très peu d'argent garanti, donc c'est cadeau. C'est 0, d'ailleurs je crois qu'il y en avait un petit peu sur des années. C'est le sign and trade de Steven Adams, donc quand tu fais un sign and trade, ton AD2 et ton AD3 n'est pas garanti. Donc. Ok, moi tu vois c'est encore mieux que je pensais. On va plutôt s'interroger sur son futur du coup, est-ce que ce joueur-là, ce ne sera pas l'une des surprises de la saison, dans le sens où, dans 3 ans, il sera encore dans l'effectif. Alors, il a 26 ans, mais est-ce qu'il ne sera pas encore dans l'effectif en tant que glue guy, 10e homme, qui sera utile par certaines séquences, parce qu'il peut défendre, en attaque, il n'est pas négatif, il fait son taf, tout simplement. Alors, juste pour revenir sur ses performances là depuis 3 semaines, quand on avait fait la preview de début de saison, ou quand on avait fait le point sur le roster, et qu'on avait parlé de Kenrich Williams, moi, je t'avais dit que j'étais plutôt intrigué parce que, rappelez-vous, la première saison qu'il fait avec New Orleans, c'est le moment où Anthony Davis faisait sa diva en disant « je joue pas ». Kenrich Williams, c'était plutôt bon. Et en fait, il montrait des choses à New Orleans qu'il est en train de montrer actuellement.
C'est-à-dire un petit peu de scoring, du hustle, de la défense, un petit peu de polyvalence en attaque, hein, parce que mine de rien, quand tu fais 11 passes décisives, ou non, 9 je crois, quand tu fais 9 passes décisives, c'est que tu sais manier un ballon et que tu as un petit peu de vision de jeu, hein, tu fais pas 9 passes comme ça. Donc c'est des choses qu'il avait montré à New Orleans, donc c'est plutôt satisfaisant de voir qu'il est capable de les montrer aussi chez nous. Pour son futur, après, je ne sais pas. Lui, pour le coup, il a 26 ans. Est-ce qu'il profite pas aussi du fait qu'il n'y a personne actuellement Typiquement les 24 points où il joue des pick and roll balle en main, où il prend des tirs, j'ai envie de dire à la KD à mi-distance, où il a des post-ups qui lui permettent de créer des passes décisives, qu'il est bon sur les appuis et des bons fondamentaux. Alors ça lui permet de se montrer, mais il profite pour le coup d'avoir beaucoup plus de ballons que normal, que aussi peut-être les défenses le considèrent moins que d'autres joueurs, parce que typiquement quand on joue à 8, tu défends un peu sur Diallo, tu défends sur Horford et tu nous as vite stoppé offensivement, donc lui il profite aussi de ça. Ouais, c'est sûr qu'il profite de la situation, mais il montre des choses qui peuvent être très utiles. Après, il a pas de tir à 3 points pour l'instant, hein. Il en met, mais c'est... Il en prend un par match, il est à 45%. Ouais, mais bon. Non, mais attends, oui, non, oui. Les 3 derniers matchs, il est à 4 sur 5. Hein, donc, c'est vrai, il faut le mentionner. Non, mais je sais pas. Pour le coup, Kenrich Williams, qui est un joueur que j'aime bien, malgré sa coupe de cheveux, qui est une des pires de toute la NBA. Très important les coupes de cheveux chez les joueurs, mais surtout chez nous, il y a que de ça. Chez nous, très important, attention. Mais oui, son futur, je ne sais pas. Je m'interroge. Son contrat, effectivement, j'en ai parlé. Son contrat, s'il continue à montrer ce qu'il fait, son contrat est quand même vachement intéressant. Après 26 ans, il vient de les avoir. Hein, pour ceux qui se posent la question, il les a eu au mois de décembre. Donc intéressant. Moi, j'aimerais bien le voir avec un vrai groupe. C'est le problème, encore une fois, que ce soit pour Diallo, que ce soit pour Kenrich Williams. Bon, Kenrich Williams, en début de saison, il jouait pas. Donc c'était encore plus difficile de le voir. Mais comme Mark Daigneault a tendance à faire des rotations binaires, bah tu vois pas Kenrich Williams ou tu vois pas les remplaçants évoluer avec les titulaires. J'aimerais bien voir un peu plus de Kenrich Williams avec quand Shea, par exemple, reviendra. Quand Malédon va revenir aussi. Tu vois, si on est dans une configuration où alors Ford joue pas un back-to-back par exemple, je préfère plutôt voir Kenrich Williams starter plutôt que Isaiah Roby qui commence à m'agacer très fortement. Donc non mais voilà, j'aimerais bien. On a vu ce qu'avait donné Roby en tant que titulaire. On a vu qu'il était extrêmement efficace quand il était titulaire. J'aimerais bien voir ce que donne Kenrich Williams quand il y aura un vrai 5 majeur. Et pas juste quand ce sera Diallo au poste 1 et où il pourra avoir à peu près tous les ballons qu'il veut. Pour le comparer à Roby, Roby a offensivement montré des bonnes choses, notamment quand il était titulaire, tu l'as dit, mais t'as l'impression qu'il surjoue et qu'il pourra jamais reproduire ça quoi, dans un effectif gagnant. Là où Williams, il montre des choses qui te font de lui un role player, tu vois, c'est-à-dire qu'il sera pas négatif des deux côtés du terrain, il fera pas n'importe quoi, et ça c'est beaucoup plus intéressant. Et après encore une fois, pour revenir sur son salaire, on en a parlé on en a parlé un petit peu pour Diallo, et là on en parle pour Williams. Déjà OKC aura beaucoup de cap space et pourra faire pas mal de choses. Donc ils peuvent signer Diallo assez facilement, et pour Williams c'est un cadeau en fait, c'est-à-dire que si tu prolonges pas à ce prix-là... Il fait partie du sign and trade de Steven Adams. C'est un cadeau à ce prix-là, donc ça te coûte rien de le prolonger, ça coûte peut-être moins cher qu'un minimum vétéran presque de le prolonger, ou le même prix d'ailleurs. Donc non mais après il est signé sur 3 ans. Hein. Ouais. Oui mais tu fais de lui garantir son argent. C'est ça que je voulais te dire. Ah bah ça, le garantir, oui, mais c'est pas le prolonger, c'est juste... Oui, le garantir son argent, je me suis mal exprimé. Le garantir son argent, ça te coûte que dalle en fait. C'est-à-dire que même si tu l'as en 15e joueur de ta rotation et qui joue peu... Bah... C'est moins qu'un mini-von vet, hein, parce qu'un mini-von vet c'est 2.5, donc... Honnêtement, c'est sûr qu'il sera là pour jusqu'à la fin de son contrat, on va dire. Donc plutôt intéressant lui ce qu'il montre. Hein. Après, voilà, quel sera son futur? Moi, j'aime bien. Franchement, il m'a convaincu et j'aime bien ce profil-là, en plus à l'aile, qui pourrait être très utile. Selon les drafts qu'on effectue, si on n'a pas un ailier, si on a plutôt un effectif avec beaucoup de guards, si on draft encore un poste 5, il y a notamment un qui pourrait nous intéresser, voilà, tu peux avoir l'utilité d'un poste 3-4 comme lui, défenseur, ça peut être très utile. Plus un 4 pour moi qu'un 3. Oui,
Mais dans la NBA... Dans le profil... Ouais, mais je te parle défensivement, où il peut défendre des 3 des 4, tu vois, s'il va défendre des ailiers, pour moi. C'est aussi ça. Oui. Mais après, ouais, il fait un 98, il est un poil Oui, petit, mais... oui. Eh, dans le jeu offensif, pour moi, c'est plus un intérieur qu'un vrai ailier. Je suis d'accord, parce qu'il aime bien jouer un post-up, il aime bien... Après, c'est... Là, on titille, parce que maintenant, les postes 3-4, bon... Dans la Bah, plupart disons des... qu'il non, il est plus proche ouais, il est plus proche de Tristan Thompson que de Paul George, on va dire. Ah, je suis pas si d'accord que ça, hein. Parce que Thompson, c'est un pur... Bah, Pour moi, Thompson, c'est un pur intérieur, qui a zéro capacité d'extérieur, là où il est Kenneth plus Williams, proche de Daniel Tice que de Paul George. Pour prendre Ouais, tous les intérieurs de Boston. j'ai du mal avec ça. Moi, je le trouve plus proche de KD que de Daniel Tice, si tu veux, quoi. Non. Bah, moi, je trouve que si, parce qu'il a Non, montré c'est plus quand de même. choses. Daniel Tice, à part faire du pick and pop, il fait rien, tu vois, il a pas de skills déliés. Je suis Si, désolé. non, mais Daniel Tice, il est quand même capable de te faire deux trois passes, hein. Oui, mais pour moi, Williams, c'est un jeu offensif plus proche de celui d'un ailier que celui d'un intérieur. Après, bon, c'est pas le débat. Euh, mais en soi, bon, c'est un poste 3-4, et il sera Ouais, voilà, intéressant c'est dans le un futur. swingman. C'est un swingman, si tu veux. Il sera intéressant dans le futur au sein de l'effectif, possiblement, à voir comment on draft, etc. Mais sur les premières années, ça peut être utile d'avoir un joueur comme ça dans la reconstruction qui apporte de la sécurité sur ces postes-là. Oui, et puis moi j'en ai parlé un petit peu sur Twitter quand j'ai mentionné ce contrat. Dans les bonnes reconstructions, il y a effectivement du flair à la draft, mais il y a aussi des bons contrats qui ont été signés en bon moment, à Hmm. pas cher. Hmm. Bah, si tu te retrouves avec deux joueurs dans ta rotation qui te coûtent 3 millions et demi en cumulé avec Lugensdort et Kenrich Williams, bah ça te laisse plus de place pour les autres. Je suis d'accord. Bah oui, parce que quand il va falloir prolonger chez, Au max. au max, quand il va falloir se placer sur d'autres joueurs, etc., c'est mieux d'avoir du cap space et c'est ces faibles contrats qui te font de toi une équipe gagnante, hein. Et puis malgré tout, tu vois, au-delà de signer des joueurs, le garder du cap space, ça te permet de récupérer des gros contrats en Hmm. échange de pics de draft. Là, hors sujet, on n'a pas prévu d'en parler, mais il y a deux, trois rumeurs qui commencent à sortir sur Blake Griffin, qui dit potentiellement que les Pistons pourraient mettre un jeune ou un pic de draft pour larguer son contrat. Moi, je prends tous les jours, hein. Ouais, je suis d'accord. Après, ça dépend quel jeune, parce qu'ils n'en ont pas 20 000 les Pistons, mais ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Donc voilà, on va voir pour Kenneth Williams, pour conclure sur Kenny Hustle, on va voir ce qu'il propose. C'est intéressant, effectivement. Moi, j'attends de voir dans des rotations un poil plus normales ce qu'il va être capable de continuer comme ça. Ouais. Ouais, c'est plutôt ça le futur et ce qui doit montrer, ça va être ça. On va pas le mentionner, je crois, dans nos tendances, mais dans le même style, Justin Jackson, là, intéressant depuis quelques matchs. Ah, moi, j'aime Juste, bien. juste le mentionner, lui, pour le coup, Je pense que lui, il a sa place maintenant dans la rotation. vrai jeu offensif, capable de scorer presque instantanément, alors que ton image rebug constant, des fois ça fait ça, je sais pas Ah, pourquoi. Ça se décadre. Mais lui, ouais, vrai jeu offensif, t'as l'impression qu'il peut scorer presque automatiquement. Il peut se passer n'importe quoi, tu vois. Là, si ça commence à tomber dedans à 3 points, tu lui ajoutes ses capacités en drive, notamment sur tir drop, etc. C'est bien, hein. ah ouais, moi, Lui j'aime aussi. bien le profil, hein. Le problème, c'est que ça fait beaucoup de joueurs maintenant qui doivent être dans la rotation. Comme ils sont tous bons. Non, parce que Ah, tu fais un 5. Malédon, Shea, Dort, Baisley, Orford. Quand Georgie sera tradé, tu auras Diallo en sortie de banc, Jackson, Kenrich Williams, Robbie, Muscala. ça te fait combien de joueurs ça? J'ai l'impression. Ça fait 10. T'as pas mis Poku là. Mais il est en G-League. Mais il sera dans un mois, il est là quoi. Oui, mais il peut se passer des choses dans un Oui, mois. oui, Tu je suis vois, d'accord. est-ce que au final, le management d'OKC va pas se dire, Poku, au final, on a testé, on va pas le faire jouer pour le restant de la saison, on C'est va possible. préférer faire jouer Justin Jackson, par exemple. Et t'as aussi Ty Jerome. Il y a accessoirement qui rejoue avec la G-League qu'on vous invite à regarder. On essaie un petit peu Mais je sais d'essayer pas de s'il regarder. sera prioritaire, tu vois. Non, S'il est en G-League, déjà, c'est que l'équipe compte pas des masses sur lui, ouais, hein. ouais. Ouais. Après, ça peut être une reprise de rythme ou voilà, mais tu vois, en fait, tout le monde est plus ou moins performant dans l'effectif. T'as pas de gars où t'as pas envie de le faire jouer et tu sais que c'est Et pas la peine. Robbie. Oui, Robbie. toi c'est Robbie.
C'est horrible. J'aime pas les mecs qui défendent pas. Alors, on avait juste une question par rapport à ce que tu viens de dire. Est-ce qu'on tank vraiment avec Shea et une raquette Horford Griffin? Griffin n'est pas très très bon depuis le début de saison. Alors, checker les stats de Blake Griffin, c'est pas bon du tout. Disons qu'il serait vrai, il serait bon. Détroit gagnerait plus de matchs que ça, en fait. Donc, Bah clairement, et puis le pauvre, mais c'est même pas une question. Il a eu tellement de blessures, le pauvre. ouais. Et on nous dit Horford en moins de 3 mois, c'est déjà devenu le meilleur pivot de l'histoire d'OKC. Et c'est une transition parfaite, encore une fois, puisque notre prochaine tendance dont on va parler, c'est Al Horford, que tu avais mis en tant que joueur à suivre cette saison. Oui. C'est notre pivot et le joueur le plus cher de l'effectif, donc ça c'est intéressant. Pas compliqué, les autres ils sont sous contrat rookie. C'est pas faux. Et depuis son retour de paternité, il est plutôt bon à Horford. On retrouve un peu le Al Horford de Boston, dominant en attaque, notamment à 3 points, où il est à 40% en 5 tentatives depuis le début de saison, mais aussi à mi-distance ces derniers matchs. Là on voit que les absences de Hill ou Shea, quelques matchs, il a pris les choses en main, il prend des tirs à mi-distance, il filit un peu plus au cercle, en post-up, et donc c'est plutôt intéressant là-dessus. Et en plus, voilà, tu l'as dit, il joue le rôle de point d'ancrage offensif et de créateur. Plusieurs matchs à 8 passes décisives, donc très intéressant là-dessus parce que il tire pas non plus trop la couverture à lui, il prend les tirs qu'il faut, il fait les passes de renversement notamment sur les post-up ou les mi-distances qui sont intéressantes. On l'a vu annoncer des systèmes en tant que meneur quand il y avait pas Shea par exemple, etc. Donc il va chercher les dribble end-off directement, ça c'est intéressant. Il a joué ce rôle de leader quand il manquait Shea, donc ça aussi c'est plus que positif, et effectivement il a regagné énormément de valeur sur ces 3 mois, oui, ça fait 3 mois que ça joue à peu près. Et lui aussi d'ailleurs est assez intéressant parce que il est plutôt bon dans le tanking, parce que dans le clutch souvent il est moins adroit. Il s'éteint un petit peu en termes d'adresse. Pour répondre à... Je n'ai pas vu la question, mais à celui qui nous parlait de tanker avec Blake Griffin à Horford, Mark Delnault a bien compris que cette saison on tankait, puisque à Horford, quand il est trop bon, il joue 28 minutes. Alors que je pense très sincèrement qu'il pourrait en jouer 33-34. Mais il est tellement bon que lui, pour le coup, il joue pas les back-to-back parce que sinon on gagnerait trop de matchs. Et même quand il joue, il est limité à en dessous de 30 minutes parce que pour le coup, il est vraiment excellent. Et même quand il est laissé dans le clutch, c'est ce que je te disais, il est moins adroit, enfin tu vois qu'il est moins rythmé. Oui, il est plus discret en deuxième mi-temps, tu vois. Lui aussi, il sent qu'il faut tanker. Alors je sais pas, ça va, je pense, en vrai ça va aussi avec son caractère. Je pense qu'il le gère physiquement pour éviter une blessure et que c'est un joueur qui commence de vieillir aussi et qui joue que poste 5. Voilà, il y a pas mal de contextes qui peuvent expliquer. Mais c'est intéressant, comme tu dis, on commence de voir 2-3 petites choses, on repose un peu plus les joueurs. Mon Shea a peut-être une petite blessure, mais rien de grave, il est reposé. Enfin voilà, il y a pas mal de choses, c'est plutôt intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on continue d'être compétitif et de bien jouer, même avec ça en fait. Et ça, on aura l'occasion, je pense, on aura l'occasion d'en parler un paquet de fois, je pense, au fur et à mesure de ces années de reconstruction, notamment le Salah, quand on fera le bilan. Ouais, effectivement. On nous parle un trade, ça va être ça ma question du coup. Est-ce que Horford est possiblement tradable dès maintenant au final, à la deadline, puisqu'il se montre plutôt bon? Et là, on nous dit par exemple un trade d'Horford contre Griffin et Détroit ajoute un pic. Mais le problème, c'est que Détroit n'a pas grand. Je vois pas l'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt pour Détroit. Mais est-ce que c'est plus ça la question que je vais te poser? Est-ce que c'est pas impossible de voir Horford trader dès maintenant? Alors, juste pour revenir encore un petit peu très brièvement sur ce que fait Al Horford, moi c'était le joueur que je surveillais parce que pour le coup, je vous ai dit que je détestais les joueurs comme Robbie qui défendent pas. Alors Ford, typiquement, c'est le genre de joueur que j'adore. C'est vraiment les intérieurs qui sont capables de shooter, de tirer à mi-distance, de jouer post-up, de prendre du rebond, de défendre, de faire des passes. Vraiment, c'est le genre de joueur que j'adore. Il tire jamais la couverture sur lui, comme tu l'as dit. Il est toujours là pour les jeunes. Je crois que c'est lui qui a été interviewé en conf de presse après le match contre Denver, où il sait que c'est pas lui le leader. Il a dit vivement que Shea revienne parce que c'est lui le leader de cette équipe. Il connaît parfaitement son rôle. Je suis sûr qu'en coulisses, il fait du bien. Aux jeunes, il est toujours là pour les former, il tire pas la tronche à mon avis, il est toujours souriant, toujours prêt à jouer. Donc vraiment, et en plus ça fait quelques matchs où il commence vraiment à retrouver son tir, il est vraiment très 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 intéressant, il crée tout ça, donc voilà. Al Horford, c'est vraiment la saison que j'attendais d'Al Horford quand j'avais annoncé au moment de son trade que les fans de Philly, enfin que les gens allaient se rendre compte qu'une fois qu'Al Horford était
débarrasser de Joel Embiid, ça allait redevenir un bon joueur. C'est exactement ce à quoi je m'attendais en le disant. Donc voilà, très satisfait par ce que propose Al-Horford. Pour revenir pour se projeter un peu plus sur son contexte et sur un éventuel trade, on a parlé en off juste avant. Je pense que malgré son niveau actuel, sa trade value a augmenté clairement par rapport à l'année dernière. Je pense que malgré tout, elle pourra être encore plus haute avec un an de contrat en moins. Ouais. C'est-à-dire à la draft l'année prochaine. Je trouve. Il y a encore les 3 ans de contrat qui peuvent encore piquer pour certaines franchises. Je pense que Al Horford avec 2 ans de contrat, je crois que la dernière année est partiellement garantie en plus, si je dis pas de bêtises. Elle doit être garantie à moitié. Donc à partir de... Ouais, c'est ça, la dernière année est garantie quasiment que de moitié. Donc Al Horford avec 2 ans de contrat dont la dernière année est partiellement garantie, ça va attirer plus d'équipes que Al Horford avec 3 ans de contrat. Et je vois pas quelle équipe... C'est dur. Là, dans les 3 semaines qui restent, quelle équipe a besoin et pourrait s'orienter vers un Horford? C'est dur à trouver, c'est dur à trouver. Comme tu l'as dit, Horford vraiment bon, et le côté stretch 5, et tu tires à 40% à 3 points, ça va forcément attirer, sachant qu'il n'est pas négatif en défense. Bien que ce soit le petit défaut qu'on peut mentionner, c'est que physiquement, face aux gros pivots, ça devient un petit peu dur. Bien que ça soit un peu mieux sur les derniers matchs. Tu vois, même par rapport à Jokic, c'était un petit peu mieux sur que Jokic, c'était un peu mieux. Il l'a pas si mal ouais. pour Nikola Jokic. Après, il te manque, et moi, c'est ce qui manque un petit peu haché, c'est cette menace de verticalité et de cercle à cercle, j'ai envie de dire, où tu peux pas lui lancer de alley-oop, il va jamais presque te jouer un pick and roll où il va aller jusqu'au cercle. Et ça manque un petit peu. C'est pas son jeu. C'est pas son jeu. Mais tu vois, moi j'aimerais bien qu'on ait ce profil-là. Ça, c'est un avis personnel. Quand en sortie de banc, j'aurais bien aimé avoir Nerlens Noel encore cette année pour qu'on puisse jouer un petit peu avec lui. Surtout vu qu'ils jouent aux Knicks, ils sont pas spécialement meilleurs que nous. Voilà, ça... Quand même, ils sont 6ème de l'Est. Oui, pardon. Avec un bilan négatif. Avec un bilan pas si loin du nôtre. Non, j'ai du mal à voir quelle équipe pourrait s'y intéresser. Là, on nous a proposé Dallas ou les Raptors. J'avais Dallas en tête, moi. Ouais. Mais 27 millions, Dallas, leur salary cap, je sais pas comment il est. Si, ils ont un peu de place, je crois, parce qu'ils étaient sur Giannis, mais est-ce que c'est le joueur que tu dois aller chercher à ce moment-là? Est-ce que... limite, j'ai envie de dire, si t'es Dallas, sachant que j'ai Kristaps Porzingis qui est un intérieur qui sait pas ce que c'est que jouer post-up. Et qui le font jouer 4 en plus. Ils le font jouer 4. Moi, j'ai pas envie que ce soit le type de joueur. Si je suis Dallas, j'ai pas envie d'aller chercher à l'enfant. J'ai envie d'aller chercher un intérieur plutôt besogneux, un vrai 5. Typiquement, Dwight Powell leur convient bien, même s'il est un peu dégueulasse cette saison. Le pauvre, il s'est blessé l'année dernière, donc c'est plus trop le même. C'est plus le même genre. Mais Dwight Powell, pour moi, est un joueur intéressant. Pour moi, il leur faut plus un 5 rim runner, entre guillemets, qu'un 5 qui peut s'écarter comme à Horford, sachant que tu as déjà Porzingis. Ouais. Après, on avait les Raptors, mais... Pour moi, les Raptors, ils sont dans une optique de vendre. Plus de vendre que d'acheter. C'est-à-dire qu'il y a des rumeurs autour de Laurie, bon, il y en a souvent, mais j'ai vu passer quelques trucs. Alors, pour le coup, ils ont un manque au poste de pivot, parce que Baines répond pas forcément à leurs attentes. Chris Boucher, qui est pas mal. Ouais, Alex Len a été coupé dès le début de saison. Ouais, donc ils ont, c'est vrai qu'ils ont un manque au terme de pivot, mais alors là, niveau salaire, niveau profil et tout, je vois mal le faire. Parce que Toronto, ils ont pas beaucoup de place dans le salarié. Quand t'as déjà Siakam et Van Vliet qui viennent de prolonger, plus Laurie qui a encore un gros contrat. Non, ils ont pas de place. Ils ont pas de place, donc ouais, ça nous ferait envoyer quelque chose d'autre à la place. Bon, si on récupère Siakam, je suis d'accord, hein. Mais non, mais je vois pas l'intérêt en plus, parce que t'aurais Van Vliet t'aurais Laurie qui pourrait coller, mais Laurie c'est un contrat expirant, donc tu vas pas lâcher un contrat expirant. Non, je vois pas Toronto. C'est pour ça que je vois très peu d'équipes. Un retour à Boston. Ouais, les termes. Boston, on essaie de leur envoyer tout le monde dans tous les podcasts. Prenez George Hill et Al Horford à la fin. C'est assez incroyable. Non, mais tu vois, quelle équipe aurait besoin potentiellement, parce qu'il prend cher, hein, donc. Ouais. Ah, c'est compliqué. Sacramento, je les vois pas non plus. Non, c'est Atlanta. Non, non, ils ont Capella. Non, en vrai, c'est dur de trouver un marché pour Charlotte actuellement. Charlotte, pourquoi pas. Après, voilà, est-ce qu'ils vont remettre de l'argent repayer un joueur comme ça? Je suis pas sûr.
Non, c'est dur de trouver un marché pour Horford, hein. Donc il faudra peut-être être un peu patient avant de le voir partir. Pour ça, moi je dis l'année prochaine. Je le vois pas partir cette année. Je le dis, le répète depuis l'intersaison. Pour moi, il partira l'année prochaine. Après, comme on l'a dit, vu ce qu'il donne sur le terrain et vu son attitude, ce n'est pas négatif de le voir rester. Puis surtout, si on draft un poste 5, il sera là, il prendra pas trop de minutes, il permettra son développement. Donc là-dessus, c'est pas un joueur qui va être négatif dans la reconstruction en barrant d'autres joueurs. C'est ça aussi que Ça, c'est un autre débat, mais je ne vois pas drafter un 5. Bah, il y en a un. Si tu considères que Mobley... Ouais, pour moi, c'est un 4, Mobley. Mais, c'est un 4-5 plus qu'un 5. Oui, enfin bon. Bref. Bon, c'est un autre débat, oui. On aura le temps de débattre sur ça. On aura l'occasion d'en reparler. On va aller un peu plus dans le négatif, Constant, puisqu'on va parler de Luguentz-Dort. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu le malheur d'écrire un article sur Luguentz-Dort quand il shootait à 40% au tir et qu'il était bon. Depuis 10 matchs, il est à 19% au tir. C'est compliqué parce que en fait il en prend toujours autant, il a toujours les mêmes tirs et il en met 2 fois moins qu'en début de saison puisqu'il est passé de 40% à 20% environ. Il a totalement perdu, je pense, son rythme et son adresse, on va le dire. Par contre, ce qui est intéressant, il faut quand même le mentionner, c'est qu'il est de plus en plus efficace sur les drives et de plus en plus impactant sur les drives. Ça, il arrive à diversifier un petit peu son jeu, il montre encore des trucs là-dessus. C'est aussi un facteur X dans les victoires, parce que quand on gagne sur les 10 derniers matchs, il est à 33%, et sinon il est autour des 10. Donc le facteur X, il se situe un peu là, si Dort commence à mettre des tirs, souvent, on va être plutôt bon. J'en avais parlé dans mon article justement, tous les shooters connaissent un trou d'air dans toute leur carrière, peut-être même des fois dans chaque saison. Et pour devenir oui, sauf Steph Curry. Et pour devenir un vrai shooter et un shooter régulier, il faut que tu sois capable de passer outre ces trous d'air et retrouver une adresse plus décente. Et donc ma question, elle est simple, Constant. Est-ce que tu vois Lu Dort capable de ça, ou est-ce que il va continuer de shooter à 20%, ou alors est-ce que ça va plutôt stagner maintenant autour des 33%, puisqu'il est proche de ce pourcentage-là maintenant au total? Il y a une expression qui dit les shooters shoot, hein, donc oui. Il y a un point. Alors, malgré tout, je tiens à souligner, tu as parlé de sa maladresse au tir extérieur. Match contre les Lakers, le deuxième, il met quand même 17 points, alors qu'il met pas un tir extérieur. Oui. Match contre Denver, il met 15 points, alors qu'il est à 1 sur 5 à 3 points. C'est ce que je te dis, c'est dans les drives, il devient vraiment... Tu vois, non, mais il les prend, tu vois, les drives, il les prend. L'année dernière, je pense que s'il mettait pas ses shoots, il aurait fini à 2 points. Là, il finit quand même à 17, à 15 points, donc... Tu vois, c'est pas parce que ses tirs rentrent pas que il va pas faire de drive. Donc ça, déjà, c'est un point à souligner. L'autre point, c'est effectivement les tirs rentrent pas dedans. Je suis pas plus inquiet que ça parce que son début de saison était vraiment incroyable. Je pense que c'était illusoire de penser que Lu Dort pouvait continuer à shooter à 40% toute la saison. Malgré tout, ses tirs n'ont pas changé. Les tirs pris n'ont pas changé en début de saison par rapport à actuellement, c'est juste qu'ils ne rentrent pas dedans. Comme tu as dit, il y a une certaine maladresse depuis quelques matchs. Je pense que lui, pour le coup, il y a peut-être des petits bobos. Je pense qu'il ne joue pas à 100%. Sauf que lui, il se repose pas parce qu'il doit défendre de manière incroyable sur LeBron. Ouais, je pense que je suis d'accord avec toi. Il y a peut-être 2-3 petits pépins-pics, rien de grave, mais de l'accumulation un peu qui commence de se faire sentir. Mais malgré tout, j'aime bien sa mentalité. Comme j'ai dit, les shooters shoot, et lui en conférence de presse, il a dit bah non, je vais pas m'arrêter de les prendre, je vais continuer. Tu vois, je vais prendre un exemple tout con, Terence Ferguson, quand ses tirs ont arrêté de rentrer dedans, il les a plus pris. Luguentz-Dort, quand les tirs tombent plus dedans, il continue de les prendre. Donc il y a forcément un moment où ça va retomber dedans, pour moi. Je suis d'accord avec toi. Ça va pas retourner à 40%, et ce qui est un peu frustrant, c'est qu'on est passé de tout à rien, en fait. C'est ça qui fait un peu parler. Mais je pense qu'il peut se maintenir toute la saison à 33%, et on va étonner de tous les deux. Je peux remonter à 35-36, avec une bonne série. Et on va étonner de tous les deux. S'il est à 33, 34, 35, jusqu'à 36, ce sera déjà bien pour cette saison, et ça sera déjà plus de 4 points de plus que l'année dernière en pourcentage, donc ça sera beaucoup plus positif, et quand tu t'approches des 35, ça commence d'être bien, on va dire, pour un shooter. Quand tu es à 36, là, ça commence tu commences à fermer le shooter quand tu es l'équipe adverse. Ouais.
Donc là-dessus, je pense qu'on est plutôt d'accord, ça va recommencer de tomber dedans. En plus, comme tu l'as dit, comme on l'a dit, il prend toujours les mêmes tirs, il les prend encore, il n'hésite pas à les prendre, donc il n'y a pas de raison. Par contre, mentalité, comme tu as dit, très important. Et au final, la hype, Lou Dort descend un petit peu parce qu'il met moins de tirs, mais il a toujours autant de valeur parce que défensivement, c'est toujours aussi fort, ça bouge pas. Ah bah défensivement, t'as Bleacher Report qui commence à dire Ouais. garder la défense de Dort sur LeBron. Ça, Moi je te dis, il peut finir dans une all defensive. ça devient probable parce qu'il commence à avoir de la reconnaissance, c'est ce qu'on avait dit avec La Brandon reco, il Rabat. La reconnaissance, c'est important dans cette optique-là. Et ensuite, comme on l'a dit, dans les drives, il arrive à scorer en fait, même quand il met pas de tir maintenant. C'est-à-dire, avoir Lou Dort qui finit à 15 points en mettant 0,3 points, c'est très 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 intéressant. C'est très très intéressant parce que il t'apportera toujours plus que tous les défenseurs qui faisaient que ça qu'on a toujours eu à OKC. Il fait déjà Oui, plus il que est ça. latéraux. Mm. Et puis tu rajoutes à ça, tu regardes typiquement les stats bruts. Depuis janvier, là justement, à partir du moment où il se met plus à tir, à partir du moment où il met plus un tir, t'as plusieurs matchs à 3-4 passes. Ouais. Ce qui n'était pas le cas en début de saison. Ouais. Donc il parvient un petit peu à alterner. Bon, surtout quand il n'y a pas Shea et qu'il a un peu plus balle en main. Pas tant que ça au final. Hein. Ouais, mais tu vois, le dernier Parce match, que- il a eu, notamment dans le dernier quart-temps, il a eu beaucoup plus la balle en main. Oui, mais il n'était pas dans un mode de création. Non, il n'était pas dans le mode de création pour le coup. Il était très dans le drive, très dans le scoring. Je suis d'accord avec tout. Pour le coup, il y a un drive où il finit fort là, Ouais. lors du dernier match contre Denver, où là, pour le coup, ça donne satisfaction. Quoi, parce que tu vois qu'il il a pris le contact, mais il a quand même réussi à Il terminer. y a celui-là et il y a le tout dernier en fin de match qui sert un peu à rien, mais où il traverse tout le terrain. On prend pas de temps mort et on lui donne la balle. Il traverse tout le terrain, il finit super vite. Niveau vitesse, voilà, c'était plutôt intéressant. Et là-dessus, pour le coup, il a montré des progrès depuis le début de saison et depuis qu'on en a reparlé, notamment via l'article que j'avais fait. Ouais. Et il a des bonnes marges de progression. Donc pour Dort, on est d'accord, progrès au tir à prévoir, une réaugmentation au tir. On voulait faire aussi dégager quelques tendances collectives, mais en fait, c'est ce que je t'ai dit en privé quand je préparais le podcast. Il n'y a pas énormément de changements de statistiques depuis le début de saison. On est toujours une très mauvaise attaque, une des pires de la ligue. L'avant-dernière. On est toujours une défense plutôt correcte, on est dans le milieu de la ligue, c'est ce qui nous fait gagner quelques matchs. En termes de passes, d'adresses, etc., il n'y a pas grand-chose qui a changé pour l'instant. Mais on va plutôt parler du coup de l'eye test, de ce qu'on voit depuis quelques matchs. Et ce qui est intéressant, c'est que même avec des absences, on a ce système de Daigneault qui marche plutôt bien offensivement. Moi, j'aime bien ce qu'on propose. Il y a des passes décisives, ça partage la balle, ça fait des extra passes. Bon, on joue beaucoup au large. Ça, je sais que t'aimes pas bien. On joue beaucoup au large, mais pour la défense et pour ce qui va dans ton sens, c'est qu'il y a quand même plus de variété, je trouve, sur ces derniers matchs qu'auparavant. On a parlé d'Horford qui prenait plus de mi-distance. Première chose qu'on voyait beaucoup moins par certains moments. Diallo prend un petit peu de mi-distance. Justin Jackson, lui, il apporte autre chose aussi, tu vois, via les flotteurs, via ces choses-là. Kenrich Williams aussi. Donc là, en fait, le changement de personnel a amené un petit peu plus de diversité, de variété, voilà, dans le jeu offensif. Et ça, je sais que ça te plaît peut-être un petit peu plus, par contre. Ah oui, bah moi totalement. T'as parlé en tout début de live, t'as parlé du fait de Diallo en tant que poseur d'écran. Je me suis retenu de faire la blague en disant faire qu'un guard pose un écran. Je sais pas si c'est dans le playbook de Daigneault. Pas pour l'instant. Donc voilà, mais offensivement, oui. Alors, de toute façon, je le dis et le répète. J'aime bien les équipes qui font des passes et qui prennent un minimum de tirs à mi-distance quand ça joue collectif. Moi, j'aime beaucoup. C'est pour ça que y a des équipes que j'aime bien cette saison. Pas Utah, par exemple, où ça joue pas super bien collectif. Mais ça défonce tout le monde, c'est ça qui ça défonce tout le monde, mais parce qu'ils sont très forts au rebond offensif. Hein, tous les haters de Rudy Gobert, je dis ça en passant. Mais bref, j'aime bien voir jouer les Clippers, par exemple. Je trouve que ça partage plutôt bien le ballon. Eh ben, je trouve on n'est pas au même niveau et on joue pas. Mais il y a, de ce que je vois des Clippers, le drive and kick constant, tu sais de bien partager la balle, pas avoir un guard dominant qui fait que driver, bon on a Shea qui le fait un petit peu. Ça se rapproche de ce qu'on fait sur ces derniers matchs, tu vois un petit peu. Je suis plutôt d'accord. Alors après, effectivement, on n'est pas au niveau des Clippers qui font partie des meilleures équipes cette saison. Mais sur les derniers matchs, je suis plus satisfait de ce que je vois. Après, je peux pas m'empêcher de me dire
Degnault fait ça parce que l'effectif est pas le même. Mm. J'attends de voir quand les starters reviendront, quand Shea reviendra. Hein, faut pas se le cacher, quand Shea va revenir. Est-ce qu'on va continuer à être à 76% d'assist pourcentage? 76%, c'est incroyable. C'est hein. énorme. Après, déjà, au moins, Degnault s'adapte aux joueurs qu'il a sous le coude. Oui. Si c'est ça. Après, tu peux te dire aussi qu'il y avait beaucoup de tirs à 3 points en début de saison parce que ta rotation intérieure, c'était Muscala et Poku. Mm. Et que là, quand tu passes sur une rotation qui est un peu plus qu'Henrich Williams, bah, tu auras peut-être un peu plus de système à mi-distance parce qu'il va prendre moins de 3 points que Poku, typiquement. Ouais. Je suis d'accord. Ouais, mais c'est peut-être quelque chose qu'on va suivre du coup tous les deux. C'est cette évolution de style un petit peu offensive. Sachant que Shea, quand Shea sera là, il va avoir énormément le ballon, ça c'est automatique. Bah tiens, je rajouterai ça, c'était pas prévu, je vais le rajouter. On en parlera juste après. Mais c'est moi qui vais poser la question pour une fois. Juste un truc que j'ai remarqué depuis quelques matchs, qui est synonyme de progression, mais qui pour moi reste encore à travailler, c'est l'activité en défense. Ça fait plusieurs matchs où on fait perdre plein de ballons aux adversaires parce qu'on a les mains particulièrement actives, notamment Ludort qui se régale sur les interceptions. Je trouve que c'est quelque chose qu'on voyait pas tant que ça en début de saison, d'avoir des mains actives. Malgré tout, j'en ai parlé quand j'ai fait l'article contre Denver. En première mi-temps, on a les mains particulièrement actives, on force plein de pertes de balles du côté de Denver, ce qu'on n'a plus fait en deuxième mi-temps. Donc c'est un point que j'aime bien parce que forcément quand tu as les mains actives en défense et que tu restes ou t'es pas passif, tu vas provoquer des pertes de balles. Par contre, j'aimerais bien voir ça sur un match dans son intégralité et pas juste sur un quart-temps ou sur une mi-temps. Donc ça pour moi c'est un signe de progression en défense. Et forcer des pertes de balles de l'adversaire, ça montre aussi que ta défense collective elle est en place. Parce que tu peux difficilement provoquer des pertes de balles en défense individuelle et où tu défends très mal collectivement. Donc j'aimerais voir si ça se reproduit à plusieurs reprises. Encore une fois, quand Shea va revenir et peut-être sur des laps de temps un peu plus grands. Pour te rejoindre là-dessus, on fait d'ailleurs des bien meilleurs débuts de match que sur le début de saison où on se souvient, il y a pas mal de matchs où on commençait loin, on remontait des fois. C'est notre troisième quart qui pue là maintenant. Mais voilà, là c'est un petit peu inversé, on commence très bien nos matchs, notamment les derniers, et après on se fait remonter, et on a beaucoup de mal en deuxième mi-temps quand la défense adverse se resserre un peu, notamment face aux contenders où eux ils veulent gagner le match, ils défendent un peu plus. C'est l'exemple face aux Lakers, au début tout est facile et puis ça devient un peu plus dur. Même Denver l'autre fois dans le clutch parce et dans le quatrième quart-temps. Ouais. Dans le clutch en quatrième quart-temps sur demi-terrain, avec le personnel qu'on a actuellement, c'est assez compliqué. Donc je te rejoins plutôt là-dessus. Vas-y, c'était quoi? Vas-y, ta question. Alors ma question, dans le chat, vous pouvez aussi répondre pour avoir votre avis. Chez cette saison, c'est 15,7 tirs pris par match. L'année dernière, c'était 14,5. Ça a bien augmenté d'ailleurs depuis qu'on en a reparlé. Parce pas tant que ça. Oui, mais tu sais, il était à 14-9, je crois, quand on en a reparlé il y a 2 semaines. Donc c'est parce que t'as le match contre Minnesota où il entend 12 et le match contre les Lakers où il entend 25. Ouais. Alors, la question que je te pose, c'est est-ce que ça va augmenter sur la suite de la saison? Et tiens, double question, 22,6 points, 15,7 tirs tentés par match. Est-ce que ça augmente sur les 50 matchs qui restent? Je pense pas. Je pense qu'il finira pas il finira à 16 max et il finira à 23 max en points. D'accord. Moi, je vois bien aller chercher 24,5 points par match et monter peut-être à 17-18. Et dû à cause de quoi alors? D'un trade ou que lui s'énerve? Dû au fait que George Hill va pas être là, au fait que Malédon prend moins de tirs, que Dort, vu que son efficacité baisse, va prendre moins de tirs extérieurs. Et je trouve que Shea, alors là, on fait croire qu'il est blessé, il est absolument pas blessé, mais bon, c'est pas grave, on le repose. On a raison d'ailleurs de le reposer. Je trouve qu'il y a un changement depuis quelques matchs dans sa mentalité. Il continue à faire des passes, mais je le trouve de plus en plus agressif. Et j'ai l'impression qu'il est un peu en train de devenir... Alors attention les comparaisons, je ne dis pas qu'ils ont le même niveau, mais il devient un peu un Bradley Beal. On a un peu meilleur créateur. Oh, les styles sont trop différents. Mais non, mais ceux deux
Là, il est en train Ouais, vraiment, mais en début de saison, il était dans la création. Là, j'ai l'impression qu'il est plus dans le scoring. scoring et je crée après. Dans le chat, on est plutôt d'accord avec toi qu'il y a peut-être un petit changement de mentalité sur le dernier match, il va s'approcher peut-être des 17, et d'ailleurs qu'on aimerait le voir augmenter. Oui, peut-être. Effectivement, sur le dernier match, il avait été plus agressif. Après, je pense que la blessure de Georgie l'aide à ça, parce que c'est pas mal aidant oui. qu'il va prendre beaucoup de tirs. Ah, Il y avait pas mal d'absences aussi, donc oui, c'est à voir. Moi, tu vois, pour le coup, si Georgie n'est plus là, oui, ça, les tirs vont augmenter, c'est sûr et certain. Après, à voir, à voir. Mais si l'effectif ne bouge pas, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais il va bouger, l'effectif. Moi, je vois pas de Georgie rester. Oui, j'ai vu passer un truc d'ailleurs, on était peut-être vendeur à la nous, on est deadline. vendeurs Oui, depuis, mais on était dans les équipes agressives à la vente, j'ai envie de dire. Non, pour moi, Georgie, il y pas. C'était une question qu'on Même avait. avec sa blessure, pour moi, Georgie, il y pas. Normalement, il devrait rejoindre un petit peu avant la deadline. Je crois pas. Hein. Ça devrait être juste, mais c'est peut-être possible. Ça dépend si c'est 4 semaines, il revient, ou si c'est 4 semaines, il est réévalué, il est encore un peu. Je crois, ouais. Ça, en tout cas, moi, je vois chez... Tu vois, peut-être énervé un petit peu aussi de pas avoir été All-Star. Parce que ça, Oui. j'y crois de moins en moins. Pour moi, il sera pas surtout, All-Star. on en a parlé il y a 2 semaines, et depuis Fox, par exemple, est très Depuis fort et Fox remonte, et s'énerve, Sacramento remonte. Enfin, tu vois. Il y a Devin Booker qui est en train de s'énerver aussi. Ouais. Demander à Ben Simmons, je pense qu'il l'a bien pris hier dans la figure. Ouais. Donc pour moi, il sera pas All-Star, mais tu vois, il peut peut-être un peu s'énerver. Donc pour moi, il peut monter à 24,5, tu vois. Ouais, je suis d'accord. On va prendre notre dernière tendance et nos derniers points. On voulait parler de quelque chose, et après on prendra peut-être quelques questions. Le dernier point, c'est le point tour de draft. Le point tank et le point loterie. Ça on lève celui-là. Et la question, alors, on pourra rappeler à tout le monde, encore une fois, on a notre pick. Non, je le fais à chaque fois, je commence mal. Attends, c'est pas sûr. On a les 2 meilleurs picks entre le nôtre, celui de Miami, et celui de Houston qui est protégé 1-4. Tout à fait. On peut aussi avoir celui des Warriors s'ils finissent dans les 10 meilleures équipes de la ligue à la fin de la saison. Tout à fait. Voilà. Donc, la question qu'on se pose, que je vais te poser, Constant, c'est est-ce qu'on aura plus ou moins que un pick dans le top 10 à la fin de la saison? Alors, déjà, avant de répondre à la question, pour ceux qui ne suivent pas autant que nous, on fait un petit point quand même sur où en sont les picks. Oui, mais c'est ma question, c'est ça. Est-ce que tu penses qu'on en aura 2 de plus, et pourquoi ou pourquoi pas? Plus que 1 ou pourquoi et pourquoi pas? Alors, déjà, on est obligé d'en avoir 2 de pics. Dans le top 10, dans le top 10, je te parle. Hein. Ah, mais je sais bien, mais on est obligé d'avoir 2 pics. Moi, je dis qu'on aura peut-être 3. Ouais. J'en ai parlé en off. La conférence Est, c'est dégueulasse. T'as quand même Milwaukee qui est 2e avec 60% de victoire. T'as 5 équipes, pour moi, t'as 5 équipes qui finiront avec un bilan positif, c'est-à-dire à l'Est, c'est-à-dire Philly, Milwaukee, Brooklyn, Boston, Indiana. Tout le reste, pour moi, ça sera avec un bilan négatif. Même Atlanta, qui est particulièrement infâme depuis quelques matchs, c'est dégueulasse. Même Miami aussi. Je pense que ce sera... Il y a 5 équipes. Donc ensuite, ça ouvre la porte à Golden State. Golden State, on en a parlé... c'est une équipe qui est en forme plutôt récemment, enfin c'est surtout Curry qui est en forme, faut être honnête, qui est une équipe qui a du mal contre les grosses équipes, on a vu avec la bonne petite claque qu'ils se sont pris contre les Nets la nuit dernière, mais par contre qui gagne ses matchs, c'est un peu comme nous l'année dernière, quoi. C'est quand t'as une équipe forte ça perd, quand t'as une équipe faible ça gagne. Potentiellement, moi je les vois, là pour l'instant ils ont le 11e bilan, donc ils ont juste besoin de passer au-dessus, devant une équipe pour qu'on récupère leur pick. Sachant qu'il y a San Antonio devant eux et qu'il y a Dallas derrière. En tout cas, moi je pense qu'on peut le récupérer, mais si on le récupère pas, ça jouera à très peu de choses. Ça va être juste. Ça va être juste, mais si on le récupère, tu vois, pour le coup, il sera pas 23, il sera 20. Ensuite, pour les 2 picks dans le top 10, donc il y a le nôtre pour l'instant, où on est 14e de la conférence Ouest. Je crois qu'on a le 25e ou le 26e. Pour l'instant, notre pick serait un pick 6, mais on est égalité, il y a des égalités. Alors, mais 5 ou 6, ouais. 5. Et il y a le pick de Miami qui est pour l'instant qui est 9e à égalité avec le pick de Houston. Là où la différence est importante, c'est que Miami joue dans la conférence Est et que même avec un bilan de 11-15, t'es playoff. Donc je vois pas Miami, en fait, le bilan de Miami, je pense pas qu'il sera fou. Je
pense qu'il sera aux alentours des 50%, peut-être un poil en dessous, mais comme tu es dans la conférence S où tu récompenses la médiocrité, au pire, s'ils sont pas dans le top 6, ils seront au play-in et du coup, ils vont se qualifier. Là où ça nous ouvre une autre opportunité, c'est chez nos amis de Houston. Houston qui, depuis quelques matchs, est vraiment dégueulasse. Alors, je sais qu'il y a la blessure de Christian Wood. Ils sont sur 5 défaites consécutives. Pour moi, je le dis tout de suite, les fans de Houston vont pas m'apprécier pour ce que je vais dire. C'est pas dû au fait que Christian Wood se soit blessé, c'est dû au fait qu'ils ont arrêté de rentrer 40% de leur tir à 3 points et que bizarrement, quand tu mets plus un tir, tu gagnes plus tes matchs. Et qu'ils étaient un petit peu dans un mood positif parce qu'il y avait le trade d'Arden, il y avait une sorte d'euphorie, et que là, ils sont un peu retombés les pieds sur terre. Moi, je pense que Houston, toute la saison, va rester comme ça. Et pour l'instant, ils font le scénario parfait, c'est-à-dire qu'ils gagnent suffisamment de matchs enfin, ils gagnent pas suffisamment de matchs pour être en play-in, mais ils en gagnent suffisamment pour pas être trop haut et pour que leur pick protégé tombe chez nous. Enfin, pour qu'ils gardent leur pick protégé. Pour que ce soit pas top 4 leur pick. Voilà. Pour l'instant, ils sont 20e, donc à égalité. Ce qui fait que pour l'instant, on aurait, sans compter la loterie et les enveloppes frigorifiées, etc., on aurait le pick 5 et le pick 10. Et ça, du coup, pour répondre à ta question, est-ce qu'on aura 2 picks dans le top 10? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Donc celui de le note et celui de Houston. Oui, je pense que, tu vois, vraiment, 4 figures parfait pour moi. C'est même pas on fait 1, parce que j'y crois pas une seule seconde qu'on finisse 1. On ne sera pas 1, on n'aura pas le choix. Hein. C'est presque... C'est très compliqué. Ou alors via trade, mais en tout cas, le soir de la loterie, je pense pas. Ou alors, c'est vraiment, on a une chance incroyable. Mais ça m'étonnerait. Mais en tout cas, pour moi, le scénario vraiment rêvé le soir de la loterie, on a le pick 4, le pick 8 avec Houston et le pick 20 avec Golden State. Et du coup, tu essayes de bricoler un trade pour monter en 2 ou pour monter en 1. Mais en tout cas, on se retrouve avec 3 picks dans le top 20. Pas avec le pick 1, mais 3 picks et 2 dans le top 10. Puis 2 dans le top 10 cette année, ça peut être avoir Suggs et Kuminga. Je vous le dis juste. Tu vois, par exemple. Donc ça peut être très intéressant. Moi, je sais pas. Je pense que le note sera top 10, c'est sûr et certain. Oui. Celui de Miami sera bien plus bas et on récupérera celui de Houston quoi qu'il arrive parce que Miami va revenir, va remonter, Butler va rejouer un petit peu plus, etc. Si celui de Houston est protégé, dans ce cas-là, on récupère celui de 8. Ouais. Et du coup, je vais répondre un peu aux questions dans le chat aussi pourquoi on sera pas un, etc. Parce que pour moi, Minnesota est imprenable. Washington. Ils y gagneront pas. Washington, tant qu'il y a Scott Brooks, tant qu'ils corrigent pas leurs problèmes, ils seront derrière nous parce que c'est catastrophique. Hein. Pour regarder beaucoup Washington pour Westbrook, c'est ouh là là. Là, tu défends pas. Détroit gagne quelques matchs, mais reste très faible. Et ensuite, Cleveland est plus inquiétant ces derniers temps avec blessure de Narinens, ça gagne moins de matchs, etc. Et un bilan pire que nous maintenant. Et Orlando m'inquiète aussi parce qu'ils n'ont plus de meneur et que sur les dernières rencontres, c'est très compliqué pour eux. Donc on aura difficilement le pire bilan. Voilà, c'est plutôt ça qu'on aurait dû dire. Après le choix 1, ça sera encore plus compliqué de l'avoir. Puisque je nous vois même difficilement maintenant dans les 4 pires équipes. Je pense qu'on peut viser le top 3. Ouais. Top 3-4. Ouais. Parce que là, tu vois, en dessous de nous, il y a Orlando, Détroit, Minnesota, Washington. Je pense que malgré tout, Orlando aura quand même un meilleur bilan que nous en fin de saison. Ouais. Parce que c'est la conférence Est. Et que leur division, en plus, c'est pas ouf. Sachant que, comme je l'ai vu passer pas mal dans le chat, Minnesota a tout intérêt à être très très nul et pas juste nul pour garder leur pick. Oui, parce que le pick est protégé top 3. Ouais, je crois que c'est donc, ça. ils ont intérêt d'être plutôt nuls. Ouais. Parce que sinon, ils partent aux Warriors et Minnesota peut se retrouver dans une situation où ils n'ont pas de first pick. Enfin, ils n'ont pas de pick au premier tour parce qu'ils partent à Golden State. Mais en plus, ils n'ont pas leur pick du second tour parce qu'ils pourraient aussi partir à Golden State et potentiellement partir chez nous si, pour des histoires de protection du pick, etc., etc. Donc, je pense qu'on peut finir. Tu vois, Orlando peut nous passer devant. Orlando peut avoir un meilleur bilan que nous. Je pense que le trio Détroit, Minnesota, Washington va être quand même compliqué à aller chercher. Déjà, juste, il y a un écart, quoi. Détroit, Minnesota, Washington, il y a 3-4 wins de moins. À part si Washington fait une série sur les matchs qu'ils ont en retard, mais ça paraît pas probable vu ce qu'il y a actuellement. Donc, après, je pense que Cleveland va remonter. Donc, moi, le débat fait plutôt autour celui de Houston. Est-ce qu'il y aura
10 équipes plus nulles qu'eux. Oui. Oui, oui, oui. Tu vois, parce que est-ce qu'à terme ils seront plus nuls que les Pélicans? C'est une question que je me pose. Oui, oui, oui. Peut-être que oui, peut-être que non. Je me pose encore la question. Après Minnesota et nous, on sera derrière. Washington, Détroit, Cleveland, Orlando. Ouais, tu vois, Orlando sera plus nul. pour moi, celui de Houston va être borderline top 10. C'est lui qui va définir. Bah, Je le vois, ouais, 8, 9, 10. Pas meilleur par contre. Donc, Non, mais faut pas qu'il soit au-dessus. Parce que après, tu te fais. ouais. T'as plus de chances de te faire avoir à la draft. Mm, mm. Mais alors, pour ceux qui. Je sais pas si on t'a dit ça dans le chat ou si c'est toi qui te faisais la remarque. Pour ceux qui se demandent s'il y a 10 équipes qui vont être pires que Houston, ou il y a peut-être des gens, par exemple Sanson, qui se disaient Houston, ça va remonter. Juste pour conforter ma position dans ce que je dis que Houston va avoir un bilan vraiment dégueulasse. Le calendrier de Houston depuis quasiment le trade d'Arden, il était quand même plutôt gentil. Ils ont quand même réussi à perdre des matchs. Calendrier de Houston dans les semaines à venir. Bon, ils vont affronter Washington. Bon, c'est comme te promener dans un jardin, c'est agréable, tu t'amuses. Par contre, après, ils vont enchaîner Philly, Dallas, Indiana, bon, Chicago, Cleveland. Toronto, c'est pas évident. Memphis, je maintiens qu'ils peuvent être meilleurs. Ah, mais ils Ils sont peuvent bien être plus meilleurs forts que que- Houston tout de suite, hein. Oula. Tu rejoues Cleveland et là où le calendrier s'arrête, t'affrontes les Nets. Donc ils peuvent gagner un match sur trois, tu vois. Sachant que pour le coup, eux, ils ont pas eu trop d'absents. Alors, Wood est absent depuis un petit moment, mais Wall tient bien pour l'instant. Cousins aussi. Oladipo, Oladipo, mais qui est pas très très bon pour l'instant, je crois, de ce que de j'ai pu Marcus voir. non plus dans ce Ouais. cas-là. Ouais, ça va être intéressant à voir. Il y a pas mal aussi de questions dans le chat ou de débats autour du pourcentage de chance, etc. Voilà. Très bon site pour voir ça, c'est Tankathon. Tankathon. Il y a tous les pourcentages, les probas selon le bilan, etc. Donc là-dessus, c'est très intéressant de voir à l'instant T. Vous pouvez faire des simulations aussi, mais bon, envoyez-nous pas toutes vos simulations parce qu'on les voit celles venir au KC au choix 1 et 4. Enfin, voilà quoi. Ah, j'ai vu une simu qui était encore mieux. C'est même pas par un fan du Thunder, je crois que c'est par un compte FR. Ok, ici, il y a le choix 1 et le choix 2. Alors ça, c'est pour voir ça. Voilà, je pense que là, Ah bah alors là, bah, si on bah, a tu le choix 1 et prends. le choix 2, Je sais même pas. on Ouais. réserve la parade pour l'année prochaine. Hein, clairement. Donc, Non, mais alors, juste pour ceux qui parlent de projection de loterie, je suis d'accord sur le fait que bah, la loterie, effectivement, elle a baissé. Enfin, tes chances d'avoir le first pick ont baissé. Par contre, faut quand même pas oublier que si tu te retrouves avec, par exemple, le 10e pire pick, tes chances de monter jusqu'au top 4, elles sont quand même faibles. Le pick, par exemple, là, de Houston, pour l'instant, c'est le 8e pick. Tu as 4,5% de chances d'être first pick, 4,8 d'être 2, 5,2 d'être 3, 5,7 d'être 4. Donc en gros, tu as 20% de chance, quand tu es pick 8, de te retrouver dans le top 4. Ça fait quand même une chance sur 5. Donc malgré tout, ta chance, elle est pas non plus très très forte. et encore une fois, le gros changement, c'est que le pire bilan est sûr d'avoir un top 4. C'est ça qui a 5 5 ou 4, ça. Oui, oui. Donc 5. ça aussi, ça joue pas mal. Voilà, c'est toujours cette histoire de probabilité, de machin. Il y aura une part de chance à ce moment-là, il faudra que ça tombe de notre côté. De notre côté, est-ce qu'on est De toute très façon, chaud? nous, on joue notre Oui. saison sur la loterie. Hein. On va faire ça, il faut qu'on le fasse en live. La loterie, ça va être incroyable. Mais ça peut être intéressant, la loterie live. Ah, ça va être incroyable. Donc, Mais ouais. oui, après, on va je vois voir. à New Orleans, ça a eu le first pick hein, avec le 8ème pire bilan, mais c'est un coup de chance en fait. Non, mais ça, c'est vraiment. Trader Anthony Davis aux Lakers, s'il vous plaît. Regardez, on vous donne Zion en échange. On est gentil quand même. Hein. C'est bon. Ouais, mais regarde, en plus, pour ceux qui disent que New Orleans a eu le first pick en étant 8e pick, l'année dernière, Golden State et Minnesota ont les deux pires bilans de la ligue. Ils sont pick 1 et pick 2. Mm. Effectivement. On va prendre quelques questions si jamais il y en a, pendant 5 bonnes minutes. Il y avait par exemple qu'est-ce qu'on voulait contre Hill. Bon, c'est l'éternel encore un pic de draft et peut-être un jeune si c'est possible. Orlando, envoyez-nous Mobamba à la place. On vous l'envoie, Oh, tu vois. il est pas en fin de contrat, lui. Il lui reste un an. Ouais, de mais contrat. c'est un ancien quand même prospect drafté très haut qui a jamais eu de chance, tu vois. Ils en parlent pas mal dans un des podcasts US du Thunder que j'écoute là, de libérer un peu Mobamba.
Tu vois, parce que en fait, t'as jamais pu le voir jouer. Et tu vois, nous, on n'a pas pour l'instant de prospect vraiment au poste 5. Bon, il y a beaucoup, On a peut-être. beaucoup. Ouais, pour l'instant, il joue 3-4, et pour l'instant, il est en G-League en plus. Donc, tu vois, ça peut être intéressant d'avoir ce profil-là. Et encore une fois, pourquoi pas. On a Collins, vous êtes chaud sur lui. Enfin, Oui. non, alors voilà, c'est Constant qui a tweeté le gif là qu'on avait mis quand il y avait les annonces. J'ai pas dit que je voulais trader. J'ai juste dit, ça a noté. Ouais, Ça a noté. je t'avoue que moi je suis moins chaud que toi parce que qu'est-ce que tu fais de ce joueur-là? J'ai pas envie de le Un prolonger. joueur en 20-10. putain. J'ai pas envie. Oui, mais j'ai pas envie de le prolonger au max en deuxième année de reconstruction, sachant que tu prolonges chez. Tu vois? Il va pas prolonger au max là avec la saison qu'il fait. Oui, mais lui il va le demander. Je pense que Bah il y a oui, quelqu'un, mais il y a quelqu'un qui va lui donner, c'est sûr. Bah qui? Ouais, il y a bien des équipes sombres un peu en panique qui vont le faire. Est-ce que Sacramento le ferait pas? Je prends c'est l'exemple tout le Ils sont temps. pas de cap. Ils sont pas C'est de tout le cap. temps l'exemple de le faire. Moi, je Ils suis sont sûr pas qu'il de aura, cap, je suis sûr qu'il aura, je suis sûr qu'il aura un énorme contrat, même si c'est pas le max, un contrat bien trop cher pour ce que j'ai envie d'en faire. C'est un 20-10 tous les jours, John Collins. Et il défend pas si mal. Et il rentre ses tirs. Je suis moins fan. Franchement, hein, Eh, j'ai pas envie de tu fais un parier sur pick lui and dès roll maintenant. chez John Collins. Ouais, mais j'ai pas envie de parier sur lui dès maintenant. Hein. Je préfère avoir autre chose. Hein. Moi, tu lui mets un 120 sur 5. Oh, oh là là. Ouais, allez, réduis la durée. Tu lui mets un 80 sur 3. Avec une team option sur la dernière année. Ouais, Franchement, je signe. je suis pas fan. C'est pas que j'aime pas le joueur, c'est que c'est pas le joueur sur lequel je parierais en premier sur ma reconstruction. Et là, on est au début. Alors après, parier sur ce type de profil et sur ce type de joueur jeune, qui veut un gros contrat, qui a prouvé, mais pas énormément non plus pour l'instant, qui a bien prouvé quand même, mais voilà, c'est ce qu'il faudra faire dans le futur. Mais c'est trop tôt pour moi, c'est surtout ça. Pour moi, c'est pas trop tôt. Je pense. Regarde, l'année prochaine, tu te retrouves avec un pic. Allez, un pic dans le top 5. Tu prends ton pic dans le top 5. Peu importe qui que ce soit, rien à faire. Vraiment, tu prends globalement un guard, puisque t'as que Mobley qui est un peu l'intérieur qui est listé dans le top 5. Sinon, le reste, c'est quand même vachement des guards. Tu prends un guard chez Dort, Bazley, Collins dans ton 5. T'es compétitif, hein. Oui, mais est-ce que tu vas loin? Bah t'es compétitif, je suis désolé, tu peux Moi, je prétendre vois plus loin que ça, place au moi. Je play-in. vais plus loin que ça, moi. Bah, Non, c'est un débat qu'on peut avoir, c'est un débat. Je suis pas. Je vois le profit, je vois l'intérêt, mais je suis pas sûr que ce soit le moment et le joueur pour tout de suite le faire. C'est juste ça, moi, mon doute. Après, je te rejoins que tu peux être compétitif rapidement, ça pour le coup. Moi je dis que t'as quand même des moyens d'accélérer ta reconstruction et En fait, le truc, une fois que t'auras prolongé chez, t'auras qui à prolonger? Bazley. Bazley, il lui reste 3 ans, t'as le temps de voir venir. Hein. Bazley dans le futur, hein. Bazley prendra pas le max. Hein. Ah non, ça c'est sûr. Pour l'instant, en tout cas, c'est sûr qu'il le prendra pas. Donc voilà. Ouais, mais moi, je préfère garder et miser sur. Pas miser sur lui pour l'instant, c'est juste que. Ah, t'as le contrat de chez. Allez, on va dire contrat chez au max. T'as le contrat de Collins, allez, on va dire il prend 25 patates par an. T'es juste à 50 millions de salarié cap, hein. T'en as encore 70 de disponibles. Hein. Mais après, enfin, il y a un moment où Dort va vouloir plus d'argent, Bazley va vouloir de l'argent. Non, mais Dort, il a encore 2 ans. T'as Diallo. Dort, il a encore 2 Oui, ans. t'as Diallo pour le coup. C'est le seul qu'on a un peu oublié, qu'on avait mentionné dans le podcast. Mais Diallo, il va pas prendre 20 millions non plus, il va en prendre 8 ou 9. Moi, je dis à voir. Franchement, je dis pas que on doit se jeter sur lui, mais t'as un intérieur qui est quand même capable de tourner en 20-10 comme il l'a fait l'année dernière, qui est pas aussi négatif en défense qu'on le dit, je trouve qu'il a progressé, qui est capable de rentrer ses tirs à 3 points en prenant un échantillon plutôt entre petit et average, c'est-à-dire 3 par match, 3-4 par match. Partenaire de pick and roll, genre les pick and roll chez John Collins, bah faut les défendre quand même. Non, mais je suis d'accord avec toi que le joueur est bon. Moi, c'est juste pour moi, c'est trop tôt. C'est juste ça mon problème. Je dis trop pas tôt qu'on pour doit ce joueur. se dessus, mais je dis que. Après, je suis d'accord avec toi que s'il te demande un tour de draft protégé et George Hill, ouais bon, allez, c'est bon. Honnêtement, c'est bon, on le fait. Hein. Tu vois, après, s'il te demande déjà un truc un peu plus compliqué, ouais, peut-être pas.
peut-être pas. Donc, moi, je dis que j'ai pas dit qu'on devait se jeter dessus. J'ai dit que s'il était disponible, ce serait quand même bête un jeune à potentiel, ce serait quand même bête de pas se renseigner. Ta remarque que Beasley prend pas le max, ça a un peu fait rire. Je le constate, mais Non, effectivement, mais je il veux prend dire- pas le max. Non, mais en fait, c'est parce que on parlait de salary cap, je me dis, une fois que tu auras prolongé chez au max, tu n'auras plus de gros salaires à signer. Hmm. Et ça me dérange pas d'avoir un Hmm. autre gros salaire avec John Collins. Je suis d'accord. Après, Sachant qu'à partir du moment où l'année prochaine, quand on va drafter dans le top 5 ou dans le top 10 l'année prochaine, tes contrats rookies durent 4 ans. Et le contrat de John Collins, il arrivera à expiration avant d'ici la fin de tes prolongation, contrats ouais, rookies. c'est vrai. Ça, pour le coup, c'est un bon point. Ça, pour le coup, c'est un bon point. Donc voilà. Alors, on demande Moi, pas une d'un question. point de vue Si on salarial, demande Beasley pour Collins, est-ce que tu le fais, Constant? non. Mais moi, je lâche pas de mes 3 chez Dort, Beasley, je les lâche contre rien. Et moi, c'est une de mes théories que j'ai pensé à ça l'autre fois. Je sais plus ce que je faisais. Sauf contre le first pick. Je sais plus ce que je pensais. Pour moi, il y a un des 3 chez Beasley Dort qui sera tradé à un moment. Bah, je sais pas à quel moment voilà, il y en a un des 3 qui sera tradé. Et bon, ça ne sera pas le destin à la KD, Harden et Westbrook, mais il y a un des 3 qui sera tradé, c'est sûr. Tu peux enlever, tu peux enlever pour moi, chez fait partie des plans. Vraiment des plans. L'année dernière, je crois qu'on en avait parlé à l'intersaison. Moi, je te disais que Dort n'est pas intouchable, même s'il est meilleur que Beasley. Hein. Je dis que la valeur de Dort est tellement élevée. Tu vois, typiquement, si pour récupérer le first pick, tu as une équipe qui demande Dort, je le lâche. Je suis d'accord. Donc, alors je préférerais lâcher Beasley, hein. Mais si vraiment pour récupérer Cade Cunningham, alors juste Cade Cunningham, hein, par contre, hein, les autres, genre vraiment pas. Mais Cade est tellement. Que si tu juges qu'il est vraiment au-dessus de tout, et que si le Thunder le juge, tu le fais, ouais. Tu vois, par exemple, une équipe genre comme Minnesota, ils vont peut-être avoir envie de récupérer, parce qu'eux, à un moment, ils vont pas faire que tanker, ils vont peut-être avoir envie de récupérer un bon joueur. S'ils disent, on veut bien vous lâcher le first pick, par contre, en échange, faut donner Cade Cunningham, enfin, par contre, en échange, faut donner Dort, pardon. Bah, moi, je dis, tant pis. Donc, t'envoies, par exemple, le choix 5-6, 4, 5, 6, plus Dort contre le 1. Ouais. En vrai, ça me paraît pas inconcevable que ça se fasse, hein. Mais bon, ça me ferait chier quand même de l'envoyer Dort. Après, ça va dépendre d'une chose, c'est qui aura le first pick. Ouais, qui aura le first pick et aussi de comment tu juges tes joueurs. Parce que typiquement, il y a des personnes qui mettront Cade au-dessus de tout. Nous, par exemple, nous, on le fait. Et il y en a qui les mettront dans un même niveau, au même tiers que Suggs, Mobley, Kuminga, etc. Et dans ce cas-là, le fait d'avoir le 1 ou le 5, ça change pas grand-chose. Donc c'est vraiment comment tu veux juger ça. Ça, c'est les gens qui se trompent qui mettent. tu peux Non, mais c'est un cake quand même. Voilà. En plus, le fit avec Shea. Le fit avec tout le monde, en fait, il est incroyable. C'est incroyable. On va arrêter là. Merci à tous d'avoir participé à ce live, d'avoir interagi dans le chat. On était un petit peu moins nombreux que d'habitude. C'est normal vu le dimanche que c'est, on va dire. Mais j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Twitch si vous écoutez en replay, à vous abonner à notre chaîne YouTube aussi, si vous regardez régulièrement nos épisodes, à commenter aussi, n'hésitez pas à nous donner vos retours sur tous les épisodes, même les anciens, ça fait toujours plaisir, on aime bien interagir avec vous dessus, notamment sur Beasley, ça peut être intéressant. À vous abonner sur Twitter, comme d'hab, à aller sur notre site, lire nos différents articles, recap de match, différents articles. Apparemment on a un petit pouvoir de malédiction puisqu'on avait parlé de Dort, donc bon voilà. Non, mais on a parlé de Beasley, il est resté sur ses standards. Justement, il a confirmé exactement ce qu'on disait dans le podcast. Donc merci à vous. À dans 2 semaines pour un live, et je crois que c'est le All-Star Break. Non, c'est à la semaine encore après. Voilà, j'ai du mal à on essaie de vous préparer quelques gros trucs, on va voir qu'est-ce qui se fait, on a pas mal de projets, on essaie de mettre en place. Et voilà. À bientôt, et salut, passez une très bonne soirée. Salut.